le débat. Ouh là 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 là. Aujourd'hui, on a de vastes sujets un peu technico-techniques. Stéphane Descartier, SD Conseil et Formation. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie, bonjour à tous. Jean-Pascal, je voulais vous appeler Jean-Paul. C'est terrible. Jean-Pascal Michaud, avocat fiscaliste chez LMD Avocats. Bonjour Jean-Pascal et pas Bonjour Jean-Paul. Bon, j'ai fait appel à vos lumières parce qu'on va parler technique. On va parler fiscalité immobilière, on sait que les choses ont bougé et donc je pense qu'on a beaucoup de gens qui veulent s'y retrouver. On reviendra sur le statut LMNP un peu plus tard, mais d'abord on voulait démarrer avec le déficit foncier parce que Stéphane en est convaincu. Il faut faire du déficit foncier et si on n'a pas fait de déficit foncier avant 30 ans, on a raté sa vie, c'est à peu près ça l'idée ? Oui, le déficit foncier, alors a priori ne va pas bouger. Et même 2025, c'est la dernière année pour profiter du super déficit. Et c'est, je trouve, un cas qui peut être intéressant, notamment pour les jeunes actifs, parce que c'est toujours l'éternel débat quand on démarre dans la vie. Moi, je conseille toujours d'acheter sa résidence principale le plus tôt possible, dans l'idéal, même avec ses premiers revenus d'activité. Mais c'est vrai que, notamment pour un jeune cadre, on peut avoir envie de rester mobile, on peut vouloir rester locataire un temps pour saisir des opportunités de job à l'autre bout de la France ou peut-être à l'étranger. Donc c'est vrai que c'est une position qui se défend tout à fait, qui est entendable. Mais on peut, notamment en tant que jeune actif, commencer par une opération en déficit foncier, parce que ça commence... Alors, on va quand même dire, messieurs, juste si on peut rappeler, c'est quoi le déficit foncier, Jean-Pascal ? Parce qu'en fait, ceux qui savent, ça ne va pas les déranger qu'on le rappelle, mais ceux qui ne savent pas, je pense qu'ils sont très intéressés. D'un mot, quand même. Alors, le déficit foncier, lorsque vous louez un bien, vous avez des revenus. Ce sont ces revenus qu'on appelle les revenus fonciers. En principe, ils sont positifs, mais en face, vous avez des charges qui sont liées essentiellement à vos intérêts d'emprunt, aux travaux que vous avez effectués. Et si ces charges sont plus importantes que les loyers perçus, vous faites un déficit. C'est le fameux déficit foncier. Ce qui permet d'annuler un tout petit peu de ma fiscalité. Alors, ce qui permet effectivement de faire des économies d'impôts, et ce qui permet d'annuler aussi, d'absorber des loyers quand même sur des périodes assez longues. Alors jusqu'à 10 ans, mais peut-être pour notre jeune actif, il ne va pas attendre jusque-là. Donc l'intérêt effectivement pour un jeune actif, plutôt que d'acheter tout de suite sa résidence principale, il fait un investissement locatif. Il fait un investissement locatif. Il va chercher, alors de préférence, et actuellement, il y a quand même de très belles opportunités, une passoire thermique. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Aujourd'hui, si vous sélectionnez les G dans les biens à vendre, il y en a pléthore. Et surtout, l'intérêt, c'est que les prix sont fracassés. Parce qu'aujourd'hui, ça fait peur, personne n'en veut. Tout le monde se dit que ça va être compliqué de sortir du G, du F, etc. Donc, il y a de belles opportunités en ce moment, des coûts à l'achat à faire sur les passoires thermiques. Donc, vous investissez sur une passoire thermique, par exemple, petite surface. Vous faites un bon coût de travaux. Par exemple, donc en plus, c'est bon pour la planète, on le dit. C'est bon pour la planète, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour les artisans, etc. Donc vous faites un bon coût de travaux de l'ordre de 20, 25 jusqu'à 30% du montant de votre investissement. Par exemple, vous achetez quelque chose à 100 000 euros et 30 000 euros de travaux. L'année où vous réalisez vos travaux, donc vous avez le droit, avec le déficit foncier, à reporter sur vos revenus jusqu'à 10 700 euros. Donc, si vous êtes à une tranche, un jeune cadre sera assez vite au-dessus de 2 500 euros mensuels. On est dans une tranche à 30%. Tranche d'imposition. Tranche d'imposition à 30%. Donc, 10 700 euros par 30%, ça vous fait quand même quelque chose comme 3 200 euros d'économie d'impôt. Donc, c'est quand même bon à prendre, effectivement. Et le reste de votre déficit, parce que si vous faites 30 000 euros de travaux, passez 10 000, il vous reste globalement 20 000, eh bien, vont absorber vos revenus fonciers pendant 5-6 ans, alors suivant le montant de vos travaux et également de vos loyers. Donc ça va vous permettre d'absorber vos loyers pendant 5-6 ans. Donc ça veut dire en gros, je ne vais pas être imposé sur mes loyers perçus. Voilà, c'est ça l'idée. Vous faites effectivement une belle économie d'impôt et le surplus de votre déficit va venir absorber vos loyers. Alors attention, il faut louer quand même obligatoirement pendant au moins 3 ans pour que ce déficit soit définitivement acquis. Mais de toute façon, on n'achète pas pour 2 ans, c'est au moins 5-6 ans, presque pour amortir les frais. Donc ça, c'est intéressant. Et si vous avez beaucoup de travaux, si vous tombez sur une passoire vraiment complètement éclatée... C'est le super déficit. Voilà, si vous avez beaucoup de travaux, vous pouvez aller chercher le super déficit à 21 400 au lieu de 10 700. Bon, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il faut
partir d'une passoire thermique, bon, ça c'est pas compliqué, mais il faut qu'il y ait une partie des travaux, globalement la moitié des travaux, qui soient destinés à la rénovation énergétique. Mais bon, ça c'est pas très compliqué. Je rappelle quand même à nos amis propriétaires bailleurs qui peuvent bénéficier de ma prime rénov. Hein. Oui, tout à fait. Enfin, ma prime rénov, vous savez ce que j'en pense. Moi, je pense que oui, mais enfin, quand même, ça existe. Oui, tout à fait. C'est possible, mais quand on voit la complexité, et puis surtout les artisans RGE qui sont quand même beaucoup plus chers. Bon, vous avez les certificats d'économie d'énergie, sinon. Mais bon, voilà, donc c'est quand même intéressant, donc cette opération de déficit foncier, parce que voilà, vous faites de belles économies d'impôts, vous absorbez vos loyers pendant 5-6 ans, donc vous avez des loyers défiscalisés, et ensuite, donc vous pouvez revendre ce bien pour acheter votre résidence principale. Oui, parce que l'idée, en fait, derrière, c'est que moi, je suis jeune, bon, on imagine que j'ai 10 ans de moins, 15 ans de moins, que je passe à l'opération, mais à un moment donné, mon but ultime de cet investissement locatif, c'est d'acheter après ma résidence principale. Que se passe-t-il quand je revends? Alors là, effectivement, le problème, le principal défaut du déficit foncier, c'est la plus-value. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez déjà passé vos travaux fiscalement, vous les avez déjà imputés, donc vous ne pouvez pas les mettre au bout lors de la revente, vous ne pouvez pas les rajouter à votre prix d'achat. Par rapport on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi, en gros. Oui, mais là, pour notre jeune actif... On va dire un mot quand même, Jean-Pascal, c'est assez logique, non? Oui, c'est logique. Trop facile. Oui, bien sûr, c'est logique. Mais là, en l'occurrence, pour notre jeune actif, on a un cas d'exonération de la plus-value. Ah bah si, il y a le beurre et l'argent du beurre. Oui, dans ce cas-là, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un cas d'exonération de la plus-value, c'est-à-dire que lorsque vous êtes locataire depuis au moins 4 ans, puisqu'il y a un autre cas, et que vous vous engagez à acheter votre résidence principale dans les 2 ans, vous faites sauter la plus-value totalement, vous êtes exonéré totalement de plus-value. Quand bien même il s'agissait d'un investissement locatif. Quand bien même il s'agissait d'un investissement locatif, quand bien même vous avez passé vos travaux, etc. Donc là, pour le coup, pour notre jeune actif, c'est tout à fait intéressant parce que vous avez fait un investissement, vous avez défiscalisé au départ vos travaux, vous avez défiscalisé vos loyers et à la sortie, vous n'avez pas de fiscalité sur votre plus-value, donc c'est pas mal. Jean-Pascal, vous en voyez beaucoup des jeunes qui optent pour la solution de Stéphane? Assez peu. Les jeunes se lancent assez rarement dans l'investissement locatif parce que c'est compliqué, parce que ça présente des contraintes de gestion, d'investissement. Faut être accompagné, oui, c'est sûr. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que c'est un bon moyen de constituer son patrimoine d'une manière sécurisée. C'est de commencer de mettre un pied dans l'accès à la propriété aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit typiquement dans les grandes villes cette difficulté qu'on a tous à se loger et donc se dire être propriétaire à Paris, Lyon, Bordeaux avec des prix qui restent quand même relativement élevés, c'est compliqué et de se dire bon tant pis, je vais faire un investissement locatif, ça doit quand même exister plus qu'avant aujourd'hui ça. Ça existe, mais il faut bien comprendre que l'achat de la résidence principale, ce sera l'investissement de votre vie et la plupart des gens n'y sont pas préparés. Le jour où ils le font, c'est la première fois qu'ils font un achat immobilier. Alors que s'ils avaient effectivement eu la bonne idée de commencer par un petit investissement locatif au départ, par faire des travaux, par gérer ce genre de questions fiscales et administratives et bancaires, eh bien le jour où ils feront leur achat en résidence principale, ils sont prêts. Donc je pense que c'est très formateur de commencer par ça. Et le banquier voit d'un bon œil également un jeune actif qui a déjà fait un investissement locatif, qui a déjà capitalisé, donc ça lui fait un apport plus important, etc. Donc par rapport au scoring bancaire, entre guillemets, c'est plutôt un point positif. Bon, maintenant on aborde ce qui fâche, mais en fait qui ne va pas fâcher du tout. On va aborder nos débats budgétaires. Ça y est, on a un budget, youpi. On n'a pas de jingle pour dire que ça y est, on a un budget, mais on a un budget. Et on a des sujets d'ordre fiscal, et notamment cette exonération d'impôts sur les donations pour l'achat de logements neufs. Jean-Pascal, vous vouliez en parler parce qu'il y a un vrai sujet autour de cette possibilité d'accès à la propriété pour certains, mais moi je l'aperçois plus cette mesure comme un soutien aux promoteurs immobiliers en crise plus qu'au commun des mortels. Comment vous l'apercevez cette mesure? Disons qu'il faut qu'il y ait de l'argent, et il s'agit quand même de donner jusqu'à 300 000 euros à un enfant, un petit enfant ou à un neveu ou nièce pour les oncles qui n'ont pas d'enfant. C'est fou ça, neveu ou nièce, parce que ça je l'ai découvert en travaillant sur l'émission. Moi j'étais bien sur arrière-petits-enfants, petits-enfants et enfants, et neveu nièce ça marche aussi. Ah oui, parce que c'est une extension de la donation Sarkozy, donc, qui était autour de 30 000 et qui est portée donc à 100 000 par donateur et à 300 000 en cumulé. 300 000 ça commence à être un beau budget quand même, mais il y a une condition effectivement, c'est que c'est pour faire construire ou rénover une résidence principale. Une résidence principale, donc c'est effectivement pour financer des travaux. Donc avant tout, je vous rejoins, c'est un vrai coup de pouce aux artisans et aux promoteurs,
Mais pour ceux qui vont bénéficier de la donation nette d'impôts, c'est pas mal. Et pour ceux qui vont la faire, c'est une belle optimisation successorale. Je suis une quiche en maths, mais quand on dit 100 000 euros par donateur et 300 000 euros par donataire, pour un couple avec 2 enfants, ça monte à combien cette histoire ? Eh bien, par donataire, si vous êtes un couple avec 2 enfants, si chaque parent donne 100 000 à chaque enfant, eh bien, chaque enfant a reçu 200 000, donc c'est bon, donc ça va faire 400 000 pour le ménage. Voilà. Quoi. Et si vous avez un oncle d'Amérique qui rajoute 100 000 pour chaque... C'est ce que j'allais dire, et je peux cumuler voilà, avec Exactement. mon oncle d'Amérique, si tu m'entends. Tonton, Tonton. Voilà. Et l'un des 4 grands-parents, donc sur le papier, ça peut faire beaucoup plus, mais c'est 300 000 maximum par bénéficiaire. Alors après, il y a quand même des petites subtilités. Résidence principale, hein, on rigole pas. Alors, mais attention, résidence principale pour celui qui reçoit ou pour celui qui va devenir locataire. Donc vous pouvez recevoir cet argent, faire construire un appartement qui ne sera pas votre résidence principale, mais le mettre en location à titre de résidence principale, au titre d'un locataire, pour un locataire. Donc, et ça pendant au moins 5 ans, c'est ce qu'on nous dit. 5 ans. Et donc c'est une fenêtre de tir fiscale jusqu'au 31 décembre 2026, sachez-le. Voilà, alors il y a quand même une certaine habitude à prolonger ce genre de régime, donc on verra, mais sur le papier c'est ça. Et d'autant qu'en fait, enfin voilà, la question c'est est-ce que ça peut vraiment coûter cher aux finances publiques ? Mais évidemment c'est par là qu'on a commencé, c'est-à-dire que sans doute les familles à être en capacité de faire ce type de donation ne sont pas si nombreuses que ça. Exactement, et puis si ça permet de lancer de la construction, le Trésor s'y retrouve, hein. Percevoir des impôts de l'autre côté. Et là-dessus, il n'y aura pas de déficit foncier parce que c'est du neuf. Hein, je le dis à ceux qui... Ou avec travaux. Ou avec des travaux, ça marche vraiment. Oui, mais c'est la résidence principale, de toute façon. Donc, a priori, à part si on loue à titre de résidence principale, mais bon, là, c'est un petit peu plus compliqué. Non, oui, mais si le locataire, c'est sa résidence principale, oui, ça le fait aussi. Oui, tout à fait. Ça c'est pas mal, ça, quand même. On peut éventuellement cumuler avec notre sujet précédent. Dis donc, il va falloir vous passer des petits coups de fil, ça peut être intéressant. Mais bon, notre idée, c'est quand même de soutenir le logement neuf en crise. Donc, arrêtez de me faire... On a parlé du déficit foncier. Bon, un sujet qui fâche, et je voulais vous lire une question d'auditeur, parce que cet auditeur, visiblement, me reproche beaucoup de ne pas passer assez de temps sur ce sujet-là. Le loueur meublé non professionnel. Je lis donc cette question, alors que j'ai résumé, j'espère qu'Enzo et sa femme ne m'en voudront pas. Donc, question d'Enzo et sa femme, ils sont tous les deux infirmiers diplômés d'État. Investisseurs et bailleurs privés depuis 10 ans, nous achetons des biens mal classés, les retapons de nos mains et les louons sans agence. Je ne suis évidemment jamais éligible aux diverses aides à la marge que propose l'État. Voilà ce que nous dit Enzo. Et donc, il a fait les calculs. S'il vend avant 22 ans ou 30 ans, il va effectivement payer plus d'impôts sur sa plus-value. Alors que j'ai investi du temps de travaux, de visites et d'entretien, j'aurais dû partir en bourse et tant pis pour ces Français qui n'arrivent pas à se loger, nous dit Enzo. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Demandez à l'excellentissime Stéphane Descartiers. Je cite Enzo. Voilà, Stéphane est en plateau, Enzo. Les règles du jeu ont été changées en cours de route et votre émission ne s'en préoccupe pas. Mais bien sûr que si, Enzo, regardez. Alors, le loueur meublé non professionnel, ça va changer quand même. Oui, donc voilà, alors... Bon, on l'attendait depuis un petit moment, donc maintenant c'est acté. Alors il y aura peut-être encore des modifications, mais donc on a donc maintenant à partir du 1er janvier, donc la reprise des amortissements, donc pour le calcul de la plus-value dont on parlait tout à l'heure, mais là cette fois-ci pour le régime meublé. Donc ce qui va se passer, c'est que maintenant vos amortissements vont être déduits, enlevés, comme les travaux en déficit foncier, donc pour votre calcul de plus-value. Donc, alors, sont exclus... En fait, c'est l'amortissement qui va être ajouté sur la valeur de mon bien pour le calcul de la plus-value. Oui, qui va être retiré, c'est-à-dire tout ce que vous avez amorti ne sera retiré de votre calcul pour votre prix de revient, en fait. Donc, vous allez payer de la plus-value sur ce que vous avez amorti. Donc, alors, sont exclus pour l'instant donc les résidences seniors et les résidences étudiantes. Vous nous aviez alerté là-dessus, hein, Stéphane, en nous disant, mon Dieu, ça va être cataclysmique pour les résidences étudiantes. Au final, on s'en sort pas trop mal. Donc, alors, dans la première version, notamment avec le gouvernement Barnier, avaient été aussi exclus les loueurs en meublé à l'année. C'est-à-dire que finalement, ça ne concernait que les loueurs de courte durée. Ouais. Ça n'a pas été repris pour l'instant donc sur le PLF 2025 version Bayrou. On verra si effectivement c'est retenu ou pas. Est-ce qu'on a besoin d'une augmentation des taxes pour relancer le logement ? On va peut-être tenter une première mondiale, une relance du logement par l'augmentation des taxes. On verra si ça fonctionne. Mais surtout, ce qui met très, très en colère les investisseurs, c'est qu'on aurait pu imaginer que
on nous dise, bon, à partir de 2025, tous les amortissements que vous passez à partir de 2025 seront déduits, etc., de votre plus-value, mais de dire, vous qui amortissez depuis 10 ans, depuis 15 ans, on vous a donné des règles du jeu, on change les règles du jeu en cours de partie, c'est pas correct. Ce n'est pas correct. Jean-Pascal, et là, on a vraiment, alors, c'est difficile de faire pleurer dans les chaumières. On a tellement de drames dans notre société pour des investisseurs immobiliers. Mais ce n'est pas correct de changer les règles du jeu comme ça en cours de partie. Jean-Pascal, là-dessus, vous avez... alors, on va revenir aussi sur ce que ça implique et si vous voyez beaucoup, justement, de ces investisseurs en LMNP qui commencent à avoir un peu peur de ce qui va leur tomber dessus. Mais juste d'un point de vue tout à fait... je ne sais pas si c'est légal ou constitutionnel de dire, en fait, j'ai opté pour un statut parce que je le trouvais adéquat à ma situation et qui me favorisait. Et là, on le change en cours de route. On peut faire ça ? Alors c'est une vraie question, c'est la question de la rétroactivité de la loi fiscale ou de la mini-rétroactivité quand elle s'applique sur l'année en cours et de l'absence au cas particulier de ce qu'on appelle une clause de grand-père. Il n'y a pas la clause du grand-père, donc les gens qui sont déjà dans l'investissement, les règles changent pour eux. Alors ça s'apprécie toujours très difficilement, c'est un problème constitutionnel. Si on va le contester, le Conseil constitutionnel va apprécier si l'intérêt public prime sur la sécurité juridique. Voilà. Au cas particulier, franchement, ça se discute. Parce que est-ce que ça aurait été si terrible de faire une différence entre les investissements déjà effectués et les investissements nouveaux ? Pour moi, les députés n'ont pas été très sympathiques avec les contribuables une fois de plus au cas particulier. Et il y a des contentieux qu'on peut engager si vraiment ça en vaut la peine. Puisque vous trouverez le 06 de Jean-Pascal. Non, je plaisante. Sur Internet. Non, mais tout simplement, il faut apprécier les enjeux et voir réellement ce que ça fait perdre. Parce que tout ça, c'est une question de revente et de prix de revente. Parce qu'on rappelle quand même, croissant, Jean-Pascal, c'est important quand même de dire ça. Parce que je rappelle donc, là, la fiscalité sur les plus-values sur l'investissement locatif. Exonération totale d'impôt sur le revenu après 22 ans de détention et exonération totale de prélèvements sociaux après 30 ans. En réalité, est-ce que vraiment on va toucher, et puis c'est progressif en plus, est-ce que véritablement ça peut faire un coût énorme pour l'investisseur comme Enzo ou d'autres Ça peut. Ça dépend du temps de conservation. Si vous avez revendu au bout de 10 ou 15 ans, ça va quand même faire une grosse différence. Oui, parce qu'il y a 5 ans de franchise. Quand on revend, par exemple, à 10 ans ou 15 ans, les 5 premières années, on a une franchise de la décote. Ouais. Donc à 6 ans, on est à 36,20%. Après, ça décode petit à petit, etc. Mais notamment à 10-12 ans, qui garde 30 ans un investissement locatif ? C'est quand même assez exceptionnel. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Rien ne se passe jamais comme prévu. Les gens changent de projet, changent de région, achètent une résidence principale beaucoup plus importante, donc doivent s'alléger notamment d'un investissement locatif. Donc les gens qui gardent 30 ans et qui amortissent sur 30 ans, c'est relativement exceptionnel, surtout pour des investissements locatifs. Pardon, messieurs, mais est-ce que c'est normal que 70% des gens qui ont opté pour le statut du LMNP ne payent pas d'impôt sur les revenus qu'ils perçoivent ? Alors, moi, depuis que je fais ce métier, je trouve ce système aberrant. Le système est complètement aberrant. Il était trop favorable à la location meublée et atrocement défavorable à la location nue. On avait un déséquilibre. C'est absolument pas choquant qu'il ait été corrigé. Moi, j'ai toujours mis en garde mes clients qui se lançaient dans la location meublée en disant attention, c'est très intéressant. Ça fait des années que c'est très intéressant. Ça va finir par ça va pas durer. Voilà. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que quand on a voulu rapprocher les deux régimes, au lieu d'en radoucir un, on a durci l'autre. Mais vous savez que pendant le premier débat budgétaire, donc sous l'ère Michel Barnier, il me semble que c'était un amendement socialiste. En parallèle de ce rabotage du LMNP, il y avait un allègement de la fiscalité sur la location nue. Sur le microfoncier, ils envisageaient de faire passer à 50% l'abattement. Ce qui est la moindre des choses, parce que vraiment, les gens qui louent en location nue se font assommer d'impôts. Mais parce que c'est ça le sujet, c'est le déséquilibre fiscal. Je m'adresse à Enzo et à tous les autres, mais effectivement, cette mesure en tant que telle, comme vous le disiez Jean-Pascal, finalement, elle était presque injuste par rapport aux autres, en fait. Mais c'était un non-sens juridique. Quand vous amortissez un bien, justement, vous amortissez le prix d'acquisition. Donc c'est normal, quand vous le revendez, que votre prix d'acquisition soit minoré de l'amortissement. C'est comme ça pour toute la fiscalité des entreprises depuis toujours. C'était une aberration qui visait à donner une incitation de plus à la location meublée. Mais pourquoi ?
pourquoi est-ce qu'on veut inciter davantage la location meublée que la location nue? C'est ça que j'aimerais savoir. Juste, il nous reste 2 minutes, messieurs, mais de toute façon, je suis en train de créer un duo de choc, amis auditeurs et téléspectateurs. Vous reviendrez et on aura plein d'autres sujets d'ordre fiscal toujours à discuter. Mais juste d'un mot, justement, pour conclure sur ce LMNP. Est-ce qu'aujourd'hui, à date, compte tenu des nouvelles règles, vous conseilleriez aux gens qui viennent vous voir de faire du LMNP rapidement? Oui, ça reste intéressant parce que notamment avec les amortissements, on arrive à annuler l'impôt quand même sur de longues périodes. Donc ça reste intéressant. Maintenant, pour des investisseurs qui ont un risque assez important de devoir revendre à moyen terme, notamment peut-être là où c'est le pire, à 10-12 ans, il faut se poser la question. Il faut vraiment se poser la question de savoir peut-être d'aller vers un autre régime, pourquoi pas le déficit foncier, puisque là, on peut annuler ses loyers pendant 10 ans, voilà, on boucle la boucle. Donc oui, ça reste intéressant, mais moi, effectivement, comme le dit Jean-Pascal, ce qui me désespère un peu, c'est qu'on comprend qu'il y a un rééquilibrage entre le meublé et le nu, c'est tout à fait compréhensible, parce que les gens sont allés vers le meublé, c'est pas tellement parce qu'ils voulaient aller vers le meublé, mais plus personne ne veut faire de nu, c'est ça surtout l'histoire. Et donc là, on est en train d'appliquer le remède, enfin en tout cas, on augmente les taxes sur le meublé sans améliorer le nu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer aussi le meublé. Donc c'est pas comme si on avait besoin de logement. Hein. Enfin, on se rappelle les chiffres qui sont égrenés tous les jours sur le plateau Marie. La situation est cataclysmique. Voilà, rééquilibrer vers le nu, d'accord, mais desserrons les taux du nu, aussi bien sur le côté réglementaire que fiscal. Donc ça, c'était le mot de Stéphane. Jean-Pascal, est-ce qu'on va toujours vers le LMNP? Alors je dirais oui, mais les arbitrages sont plus serrés, notamment l'arbitrage, si vous voulez faire boule de neige sur l'investissement, avec la SCI et l'impôt sur les sociétés, qui redevient plus intéressante maintenant qu'elle ne l'était avant qu'on abaisse l'intérêt de la location. La SCI à l'IS et non pas à l'IR. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Ça tombe super bien parce que Jean-Pascal et Stéphane reviendront. Ce sera peut-être l'un des sujets dont on parlera pour faire la compétition avec le LMNP. Et si vous n'avez pas compris ou vous nous prenez en cours de route, ça tombe bien, l'émission, vous pouvez la réécouter en podcast. Donc c'est trop bien. Stéphane Descartier, SD Conseil et Formation. Jean-Pascal Michaud, avocat fiscaliste chez LMD Avocat. À très bientôt sur BFM Business. Et nous, je vous dis à demain pour les experts de l'IMO.